Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le chef de l'État a quitté Dakar pour Bamako. Dans la capitale malienne, le président Macky Sall va prendre part au sommet France-Afrique. Ce sera sur le thème de l'économie, de la démocratie et de la sécurité. Le secteur privé veut jouer un rôle plus important dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. La position a été réaffirmée lors d'une concertation entre le secteur privé et le ministère de l'économie et des finances. Dans notre série sur la campagne arachidière qui bat son plein, Kaolack qui a atteint des chiffres records en termes de collecte des arachides, les producteurs appuyés par l'État affichent déjà le sourire. Après la sécurité publique hier, la rédaction s'intéresse ce soir à la sécurité avec les agences privées. Plus de 400 sont recensés dans le pays avec plus de 20 000 agents, un secteur en plein essor, mais la réglementation pose problème. Et puis, coup d'envoi de la CAN Gabon 2017 demain samedi. Les Lions sont à fond dans la préparation de leur première sortie dimanche contre la Tunisie. Dans Chrono CAN, Sarah Lua nous présente les aigles du Mali à J-1. Le chef de l'État a donc quitté Dakar cet après-midi à destination de Bamako. Dans la capitale malienne, le président Macky Sall va prendre part au sommet Afrique-France qui s'ouvre aujourd'hui à Bamako. À son départ de Dakar, le chef de l'État a été salué par le Premier ministre et d'autres personnalités civiles et militaires. Voilà, le chef de l'État qui est donc à Bamako pour le sommet Afrique-France. Vers une baisse des tarifs de l'Internet, annonce du directeur général de la Sonatel. Reçu par le chef de l'État ce matin, Alioune Ndiaye et son groupe entendent ainsi accompagner le Sénégal numérique 2025. La Sonatel qui compte augmenter ses investissements au Sénégal remercie le président de la République pour son appui, notamment dans la croissance externe de la boîte. Alioune Ndiaye que nous écoutons au micro de Oumar Nying. Je voulais d'abord commencer par remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui m'a fait l'honneur de me recevoir pour faire un tour d'horizon, disons, de la Sonatel, du groupe Sonatel, et puis de son activité au Sénégal et dans les autres pays de la sous-région. Je venais aussi le remercier pour tout l'appui qu'il nous apporte au quotidien pour que Sonatel puisse poursuivre sa croissance externe. Notamment l'opération de Sierra Leone qu'on a réalisée en juillet dernier où il s'est personnellement impliqué. Là, nous venons, comme vous savez, de renouveler notre convention de concession pour 17 ans, ce qui nous donne aujourd'hui la même visibilité que nos concurrents. Donc nous sommes vraiment dans les starting blocks pour augmenter encore nos investissements au Sénégal, déployer la 4G. Nous couvrons aujourd'hui 75% de la population en 3G. Et nous allons couvrir 90% de la population en 4G dans les années qui viennent, comme nous nous sommes engagés dans notre nouveau cahier des charges. Et je pense que nous serons un partenaire important, c'est ce que j'ai dit aussi au président, du développement numérique du Sénégal, parce que nous allons déployer la 4G dans l'ensemble du territoire et puis aussi veiller à ce que les tarifs de l'Internet soient tout à fait accessibles. Dans les semaines qui viennent, nous donnerons des signaux forts sur les prix de l'Internet pour accompagner le plan Sénégal numérique 2025. Et puis sachez que le Sénégal est l'un des premiers pays au monde à avoir éliminé la transmission du virus de la mère à l'enfant. C'est grâce à des actions menées par le président Macky Sall, désigné champion de la lutte contre le VIH-Sida. L'ONU-Sida qui décerne ainsi un satisfecit au chef de l'État. Salue également le plaidoyer du président de la République auprès de ses collègues africains et du monde. Le directeur régional de l'ONU-Sida a été reçu par le chef de l'État, Djibril Diallo, et au micro de Oumar Nying. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, qui, aux yeux du directeur exécutif de l'ONU-Sida, a été la grande oubliée de la communauté internationale dans la lutte contre le sida. Et donc, le président Macky Sall a pris un certain nombre de mesures, d'actions à ce niveau en tant que champion. La première action
c'est de travailler très dur pour faire du Sénégal le premier pays dans la région et l'un des premiers pays dans le monde entier à éliminer la transmission du virus de la mère à l'enfant. Sur le plan national, c'est cela. Sur le plan régional, il s'agit de prendre un certain nombre de mesures, parce qu'après tout, cette région a 500 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. De ces 500 millions de personnes, 6 500 000 personnes vivent avec le virus. De ces 6 500 000 personnes, 1 400 000 personnes vivent avec le virus, connaissent leur statut, mais n'ont pas accès au traitement. Et 60% des nouvelles infections proviennent de ces personnes qui connaissent leur statut et qui n'ont pas accès au traitement. Donc, sur le plan régional, le président Macky Sall continue à mobiliser ses pairs, les autres chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. Sur le plan international, il est intervenu pour s'assurer que lorsque le Sénégal a présidé le Conseil de sécurité en novembre dernier, que la résolution 1983 soit vraiment portée à l'attention de ses membres. Et résultat, maintenant nous sommes dans une lancée où le président Macky Sall va déterminer en consultation avec le directeur exécutif de l'ONU-SIDA le meilleur créneau pour un lancement officiel du plan d'urgence de rattrapage pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Dans notre série sur la campagne arachidière, la région de Kaolack affiche des chiffres records en termes de collecte des arachides. Les producteurs tiennent la corde et redeviennent maîtres du jeu, aidés par l'État et la concurrence. Mamadou Samambo. Le port de Kaolack. L'infrastructure semble retrouver ici une activité qui, à l'origine, l'avait vu naître, la traite de l'arachide. À l'œuvre, les sauterelles de Copéol, une huilerie partie prenante de la campagne de commercialisation. On est à 35 000 tonnes de graines collectées, puisqu'on a démarré la collecte, la campagne depuis le 1er décembre. On est à plus de 8 milliards 300 millions qui ont été payés. Nos objectifs de collecte sont de 100 000 tonnes de graines. La région de Kaolack, centre du bassin arachidier. Les opérations de collecte se déroulent comme prévu. Les données sont plus que satisfaisantes. Pour cette semaine du 5 au 11, le total collecté au niveau de la région est estimé à 73 854 tonnes, avec un financement injecté d'environ 15 milliards 592 millions. Contre 18 444 tonnes l'année passée. Vous savez, on a une évolution notoire par rapport à cette présente campagne. Maintenant, concernant les usines aussi, nous avons une augmentation d'environ 139%. Parce que les usines, à cette date, ils ont collecté 28 490 tonnes contre 11 875 tonnes l'année passée. À la gouvernance, l'on suit de très près le déroulement des opérations. 3 soupapes de sécurité sont définies pour sécuriser la graine. D'abord, le premier niveau, c'est le niveau de vérification des transactions qui se fait au niveau des points de collecte pour vraiment délivrer à chaque producteur un reçu d'achat. Le deuxième niveau de vérification se fait au niveau des transactions. C'est la vérification de la lettre de voiture. Le reçu d'achat également, que font les services des forces de défense et de sécurité. Et le troisième niveau, c'est justement le centre de réception. Là-bas également, le service de commerce fait une vérification à ce niveau pour qu'on puisse avoir la quantité de graines qui a été vraiment déchargée au niveau de chaque centre de réception. D'ailleurs, le service de commerce est à pied d'œuvre. Des visites inopinées sont organisées au niveau des points de collecte et des loumans. Quelques infractions sont notées et réprimées. Les infractions qu'on a eu à constater relèvent surtout des instruments de mesure, notamment des bascules qui n'ont pas été certifiés aptes par le service du commerce, qui n'ont pas été présentés, et pour que le service du commerce puisse certifier vraiment la conformité de l'instrument. L'ouverture du marché et la concurrence qui s'ensuit ont fini de libérer le producteur. D'ailleurs, ce dernier semble mener le jeu à sa guise.
les producteurs ne veulent plus cribler les graines. Cela est dû au fait que la demande est forte et que d'autre part, il n'y a pratiquement pas de crible au niveau des points de collecte. Sinon, ça date, les cribles sont vétustes qui datent depuis les indépendances. Signe que le paysan est bien rémunéré cette année et qu'il n'est pas prêt à brader sa récolte. Mamadou Samombo qui reviendra dans nos prochaines éditions avec d'autres sujets sur la campagne arachidière. Les régions du centre ont reçu la délégation de l'IPRES en tournée de sensibilisation à Louga et à Thiès. Les allocataires ont reçu des explications concernant les nouvelles réformes de l'institution. Ces différentes rencontres ont été des moments de dialogue et de franches discussions qui ont permis aux différentes parties d'aborder les mesures d'accompagnement prises par l'IPRES pour revaloriser les pensions de retraite. La dernière étape de la tournée de l'IPRES dans la zone nord est Podor. Ici, les retraités ont bien accueilli les mesures concernant la mensualisation. C'est une information qui satisfait tous les retraités. C'est une vieille doléance pour dire à chaque fois nous revenons à ça. Après la zone nord, le conseil d'administration de l'IPRES et la direction générale ont rencontré les retraités de Louga. Dans cette grande salle, les points abordés tournent autour de la mensualisation et des efforts de l'IPRES dans la prise en charge des besoins des retraités, une couche de la population à protéger. L'axe 2 du PSE met l'accent surtout sur la prise en charge des groupes vulnérables par le renforcement de la sécurité sociale, des travailleurs, mais aussi des retraités. C'est comme ça qu'on l'a dit dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent. La démarche inclusive a abouti à l'appropriation de la mensualisation par les retraités de Louga. Percevoir un salaire mensuel, bon, vraiment, je crois que c'est meilleur que des salaires bimestriels. Évidemment, les salaires familiales et les contrats sociaux au niveau des familles sont lourds. Et ça, nous le savons, mais aussi nous faisons confiance à l'IPRES. Concernant la revalorisation, le processus est en marche et déjà, selon le conseil d'administration de l'IPRES, les acquis sont importants. L'institution est à votre service. Vous avez les 10% cumulés à l'année dernière, ça fait 20% d'augmentation. Au cours des 4 dernières années, on a 40% d'augmentation. Vous avez la prise en charge sanitaire et sociale qui ne fait pas partie des missions régaliennes de notre institution, mais qui sont prises en charge, n'est-ce pas, par l'institution, à hauteur de plus de 3 milliards par an. C'est pour vous dire que l'IPRES est consciente de la précarité dans laquelle se trouvent les retraités et s'efforce tous les jours de faire en sorte de relever le niveau de vie des retraités. Thiès a abrité aussi une rencontre avec les retraités pendant des heures. La délégation a écouté les préoccupations des allocataires. Nous sommes entièrement partie prenante. Nous l'avons manifesté par des résolutions au niveau des régions. Nous l'avons manifesté par des communiqués de presse et nous avons même abordé la presse parlée pour en parler. Ceux qui réagissent ne sont même pas des allocataires. Le président du conseil d'administration a rappelé ici l'objectif de l'IPRES qui va accompagner les allocataires vers une hausse importante des pensions de retraite tout en tenant compte des possibilités de l'institution. Un système d'information géographique, un géoportail web, ce sont les outils mis en place par l'ADC, c'est l'Agence de développement local. L'objectif pour les autorités est de permettre aux décideurs et investisseurs d'avoir les informations nécessaires dans les collectivités locales. Un atelier de 2 jours a été organisé par l'Agence de développement local pour partager avec les acteurs sur les 2 outils. Ibrahim Andom. Une rencontre, un seul dénominateur commun, l'efficacité. Cet atelier organisé par l'Agence de développement local est une occasion de partager et d'échanger sur 2 outils. La plateforme SIG, un système d'information géographique, et le géoportail de l'Observatoire national de la décentralisation et du développement local. Le gouvernement est en train de mettre en œuvre une importante réforme dénommée Acte 3 de la décentralisation. Mais nous ne pouvons pas mettre en œuvre cette réforme de manière efficace, comme nous ne pouvons pas assurer une véritable territorialisation des politiques publiques si nous n'avons pas une bonne maîtrise de l'information territoriale. Plus question donc de procéder à un pilotage à vue. La maîtrise de l'information territoriale doit être un préalable à toute activité ou projet de développement.
Généralement, on prend des décisions, on installe des choses qui ne répondent pas véritablement aux préoccupations des populations, mais à partir de cet outil-là, nous avons une bonne lecture, une bonne visibilité du territoire et les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont basées sur des bases scientifiques et je pense qui peuvent répondre aux préoccupations des populations et au développement du territoire. Il a fallu plus de 2 ans pour aboutir à ces résultats. Le pôle Casamance a été retenu pour la phase d'expérimentation. Avec l'acte 3 de la décentralisation, le président de la République avait dit que le pôle Casamance est le pôle d'expérimentation. Donc cet observatoire-là, nous avons travaillé depuis 2014 au niveau de ce pôle-là. Les acteurs de la Casamance ont participé un peu à améliorer les termes de référence de l'observatoire. 2 outils qui vont participer d'une manière efficace à l'acte 3 de la décentralisation. Ils permettront aussi de lutter d'une manière efficace contre la spéculation foncière. Dans l'actualité nationale aussi, cet atelier de mise à jour du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, l'objectif est d'installer le groupe local des partenaires de l'éducation et d'évaluer la première phase du paquet devant les partenaires techniques et financiers. Toutes les forces et faiblesses du programme ont été passées en revue. Compte rendu Omar Baldé. En immersion dans le quotidien des pensionnaires de l'INEFJA de Thiès, le ministre de l'Éducation apporte le soutien et le réconfort de la République à ses élèves si particuliers, modèle d'abnégation. Je veux devenir journaliste. Pour que son rêve devienne réalité, il a besoin du concours de l'État. Le ministre ne s'est pas trompé de cible. 2 bus et un équipement complet en matériel pédagogique. La machine va accueillir, va photographier le document qui est là, et cette page qui va maintenant accueillir le travail du scanner Au-delà de la haute satisfaction morale de se sentir valorisé et bien considéré, il s'agit pour la communauté éducative de l'INEFJA de recevoir en cette cérémonie et pour la première fois un équipement d'une telle valeur en un coup. Cette dotation a nécessité un investissement financier de 155 millions de francs CFA. Elle s'inscrit dans le cadre de l'équité et de la qualité des enseignements. Je viens ce matin, au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, remettre officiellement à l'administration de l'Institut 2 imprimantes Braille de dernière génération et du matériel didactique d'une valeur globale de plus de 75 millions de francs CFA. La 2e imprimante Braille va arriver à la fin du mois de février, début du mois de mars. À l'INEFJA, le ministre a eu droit à une démonstration en activité numérique et en dictée française puis arabe. C'est pas difficile. Toi, tu as fait combien? Non, c'est 0 faute. Des prestations qui ont permis aux élèves de montrer tout leur talent studieux, ce qui a séduit leur tutelle. Résoudre avec une telle aisance ces activités numériques et parmi eux, pour une dictée aussi bien en français qu'en arabe, faire 0 faute à la dictée montre que nous avons un défi à relever au niveau de notre système éducatif. Les populations venues en nombre ont apprécié le geste de l'État. En plus de ce geste, le ministre a annoncé la réhabilitation prochaine de l'Institut et la décision de récompenser annuellement ces braves élèves lors d'une journée de l'excellence. La cérémonie de remise des clés de la case des tout-petits de Keur Nganda, c'est la localité où séjourne le Khalif général des Mourides. La directrice générale de la case des tout-petits veut, à travers cette réalisation, contribuer à l'éducation des tout-petits, notamment dans le domaine religieux, conformément aux souhaits du chef de l'État, Fanta Badji. Keur Nganda, village de retraite du Khalif général des Mourides.
La localité fait partie des zones cibles du programme de construction des cases des tout-petits. Nous avons vu l'importance que le mouridisme accorde à l'éducation des enfants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris toutes les dispositions pour construire cette case des tout-petits, pour participer à notre manière pour l'éducation des enfants de cette cité qui est si chère au khalife général des Mourides. D'un coût global d'environ 47 millions de francs CFA, la structure est un nouveau modèle qui se veut innovant, aussi bien sur le plan architectural que pédagogique. Un nouveau modèle composé de 3 salles séparées, de 3 salles, oui. Une salle polyvalente, les 3 salles c'est la moyenne section, la petite, la moyenne et la grande section. Vous avez aussi la salle polyvalente qui peut même au-delà des activités des enfants accueillir les groupements des femmes pour les réunions entre autres, mais aussi qui peut accueillir les activités de santé et nutrition. Au niveau de la coordination de Diourbel, tous les acteurs se sont réunis et ont mis en place un guide référentiel sur l'éducation religieuse. Serigne Cheikh Thioro, porte-parole du khalife à Keur Nganda, qui a réceptionné les clés, a dit la satisfaction du khalife et de toute la localité. Nous apprécions à sa juste valeur cette structure qui vient pour renforcer l'éducation de base des tout-petits ici à Keur Nganda. Nous louons vraiment le geste et au nom du khalife et de la population, soyez-en remerciés. Après la cérémonie, la délégation est reçue par Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Thérèse Faye Diouf a demandé au khalife général des Mourides de prier pour que les projets engagés par le chef de l'État en faveur de la petite enfance soient couronnés de succès. Une douzaine d'ambulances et 35 motos, c'est le lot de matériel roulant que l'État vient d'acquérir pour les localités assez éloignées de la capitale. Les ambulances médicalisées vont servir à l'évacuation de malades là où les motos vont être utilisées dans les tâches de supervision et de coordination. Lors de la réception du matériel, le ministre de la Santé a dit que le meilleur était à venir. Martiaw. Barkédji, Richard Toll, Ndindi, Matam ou encore Kédougou, des ambulances flambant neuves floquées du nom de la localité de leur destination, des véhicules essentiels à une région comme Kédougou où l'évacuation des malades n'est pas chose évidente. Ces ambulances vont servir dans des zones éloignées, des zones qui sont distantes des centres de référence. Donc ces zones seront géographiquement accessibles à la santé. Ça dénote aussi votre attachement à l'équité des soins. Elle comporte à l'intérieur des instruments permettant de soutenir le rythme cardiaque ou respiratoire, de perfuser, en un mot, de donner les premiers soins. Il ne s'agit pas d'un don, mais bien d'une acquisition de l'État. Ces ambulances, 12, sont des ambulances qui nous viennent de notre budget national, donc du BCI. 35 motos complètent le lot. Elles peuvent servir à la coordination, à la supervision et aux activités décentralisées dites stratégie avancée. Une épine notée au pied des maires du Sénégal, souvent sollicitées pour des évacuations. C'est nous que les populations ont placés à la tête et ces populations pensent que nous sommes les messies. Nous devons régler tous les problèmes. La promesse de réservoirs pleins n'est pas pour déplaire. Nous allons les aider à avoir des chauffeurs et des carburants pour quand même pouvoir utiliser ces ambulances. Cette douzaine d'ambulances apparaît comme un cadeau de Nouvel An en attendant le gros lot. Une commande de plus de 160 ambulances. Et j'attends avec impatience ce moment qui sera pour moi un moment extrêmement important. L'hôpital de référence d'Al Djam a eu une ambulance, non pas pour évacuer, mais pour éventuellement aller chercher des malades. Il faut avoir une ambulance à l'hôpital, mais il faut également que ces ambulances-là puissent aller trouver les malades, les urgences, là où elles sont. Ces éléments de logistique sont d'une importance vitale dans la prise en charge préhospitalière. Une partie de ces ambulances a été obtenue grâce au fonds minier, un geste salué par les autorités sanitaires. Voilà une belle transition pour parler de la rubrique métier qui parle également santé. Elle s'intéresse aux cardiologues. Ces médecins urgentistes ont pour rôle de diagnostiquer les affections cardiaques et de les prendre en charge. Un métier qui demande beaucoup de patience et de temps. Il faut des études poussées pour l'exercer. Louise Bizza. Quand il y a un arrêt cardiaque, on appelle au secours, c'est la première des choses à faire. Deuxièmement, massage cardiaque. Troisièmement,
défibriller, choc électrique. Les urgences cardio, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on s'y rend, mais la manifestation souvent brutale des affections cardiaques oblige à y faire un tour. Mais à quoi renvoie le métier de cardiologue? Par extension, le cardiologue s'intéresse aux problèmes vasculaires, donc le cœur et ses vaisseaux. Maintenant, les services de cardiologie, souvent, leur rôle, c'est de diagnostiquer les affections cardiaques et de les prendre en charge. La cardiologie, un métier très prenant. Aux urgences, les services fonctionnent 24 heures sur 24. Difficile alors de concilier ce travail avec une vie de famille. Il y a des permanences, rester à l'hôpital jusqu'à 20 heures, parfois passer la nuit, continuer le lendemain jusqu'à 13 heures avant de rentrer chez soi. J'avoue que c'est assez compliqué. C'est nous qui avons choisi de faire la médecine. En choisissant la médecine, nous savions que c'était un métier certes exaltant, sauve des vies, un métier noble, mais qui est ingrat parfois. Quand on vous appelle pour une urgence, vous devez répondre à cette urgence. Sinon, pour vous attaquer pour non-assistance à personne en danger. Donc si vous habitez dans un quartier, dans un immeuble, quelqu'un est malade, on vous appelle, vous devez y répondre. Le cardiologue urgentiste passe une bonne partie de son temps au cabinet compte tenu de la délicatesse de sa tâche et de ses responsabilités après plusieurs années de spécialisation. Si on veut juste être cardiologue, c'est 4 ans. Et si on veut faire une sous-spécialité de la cardio, c'est 2 ans de plus ou parfois 4 ans de plus. Après la thèse de doctorat d'État en médecine, Bac plus 8, nous avons obtenu le certificat d'études spéciales en cardio. Donc vous voyez que c'est Bac plus 8 plus 5, ça fait 13. Au quotidien, l'examen clinique est le premier acte que pose un cardiologue. Celui-ci commence toujours par un interrogatoire minutieux. En écoutant le malade, vous pouvez être orienté. Le malade vous dit même parfois, j'ai ça, je suis hypertendu, j'ai du cholestérol, je suis diabétique, j'ai de l'asthme. Maintenant, si on a fini d'interroger déjà, on a un aperçu sur sa pathologie. Dans la salle des urgences, les cardiologues se basent sur 2 examens pour poser le diagnostic. Il s'agit de l'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque Doppler, un examen rendu possible à travers un gel conducteur qui permet de mieux situer les images. Vous pouvez faire maintenant l'échographie pour voir si les parois du cœur se contractent, est-ce que la fraction d'éjection est bonne. Et ensuite, vous demandez un bilan biologique sanguin. En urgence, on demande les enzymes du cœur pour voir s'il n'y a pas un artère coronaire qui est bouchée et qu'il faut déboucher rapidement. Si vous attendez demain, il y a des patients qui le font. Ils ont une douleur thoracique, ils disent « je ne vais pas à l'hôpital, il n'y aura personne, j'attends demain ». Si c'était un infarctus, le délai de la thrombolyse, c'est-à-dire pour rompre ce caillot de sang, est dépassé. Toutefois, le niveau d'équipement n'est pas partout le même. Comme ici à Pékin, la salle de consultation de l'hôpital manque de matériel approprié. À cela s'ajoute le coût élevé des soins. La principale difficulté est liée au problème de moyens des populations, on va dire, parce que les structures sont là, les compétences sont là, mais c'est surtout le coût. Face au nombre croissant de pathologies cardiaques dans la population générale, les spécialistes déplorent non seulement l'insuffisance des plateaux techniques dans les hôpitaux, mais aussi le déficit des ressources humaines. Imaginez-vous qu'au Sénégal, on a moins de 100 cardiologues pour une population de 13 millions d'habitants. Avec les facteurs de risque qu'on a, la prévalence du diabète, la prévalence de l'hypertension, tous les appareils que vous voyez là, vous ne les verrez pas souvent dans les services publics. Néanmoins, en cas d'infarctus, il est possible de récupérer le patient, mais à la seule condition que le sujet soit conduit aux urgences dans les 5 minutes qui suivent après l'attaque. La connaissance des gestes qui sauvent peut beaucoup aider à la survie de la personne atteinte. Les médecins cardiologues recommandent en tout premier le massage cardiaque externe. Dans les titres de ce 20h, je vous parlais des concertations entre le secteur privé et le ministère de l'économie et des finances. Le deuxième round a eu lieu ce vendredi à Dakar. Le climat des affaires s'est certes amélioré au Sénégal avec à la clé un taux de croissance stable de plus de 6%. Mais le patronat pense que l'État peut mieux faire pour lui permettre de mieux s'impliquer dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent au Mindour. Cette concertation entre le ministère de l'économie et des finances et le secteur privé national fait suite à celle de juillet 2016 dans le cadre du dialogue national initié par le chef de l'État.
Et les patrons sénégalais ne sont pas venus les mains vides. Sur leur cahier de doléances, plusieurs points tels que la réforme du régime foncier, de la patente, du fonctionnement du port autonome de Dakar ou encore de la fiscalité. De cette première concertation, nous avons consigné dans un document les préoccupations du secteur privé. Et la réunion d'aujourd'hui était non seulement pour que le ministère nous expose qu'est-ce que nous avons réalisé en 2016 et qu'est-ce que nous allons espérer en 2017. Et dans ce qui a été fait en 2016, Amadouba et les différents responsables des services dépendants de son ministère n'ont pas manqué de revenir sur une prouesse, car pour la première fois depuis plus de 3 décennies, le Sénégal réalise un taux de croissance de plus de 6% durant 2 années consécutives. Toutefois, le ministre de l'économie et des finances reste très réaliste sur les perspectives dans ce domaine. Nous sommes aujourd'hui à un taux de croissance qui avoisinera cette année, le taux pourrait avoisiner cette année 6,8%. Nous atteignons nos limites de croissance tirées par les investissements publics. Maintenant, il faut qu'on pousse, qu'on travaille sur l'amélioration de l'environnement des affaires. C'est l'électricité, c'est le code du travail, c'est tous ces éléments sur lesquels, effectivement, il va falloir engager des réformes. Et dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, l'apport du secteur privé national sera important et ses membres ne disent pas non, même s'ils posent des conditions. La concertation que nous avons avec vous, nous voulons que vous l'élargissiez aux autres secteurs de l'économie, c'est-à-dire au sectoriel. C'est vrai, ce n'est pas directement dans son département, mais nous voulons, il commençait à en parler, nous voulons parler de tourisme, nous voulons parler aussi de nouvelles technologies. Les conclusions de cette rencontre seront consignées dans un mémorandum qui sera remis au chef de l'État d'ici la fin de la semaine. Il servira de base de travail pour le prochain conseil présidentiel sur l'investissement. En marge de cette rencontre avec le secteur privé, le ministre de l'économie des finances est revenu sur la bonne tenue des finances au Sénégal, la commande publique, la fiscalité et l'endettement et les perspectives économiques ont été abordées par le ministre Amadouba. Il est au micro de Oumedour. L'endettement bien maîtrisé, bien mesuré. Le Sénégal est l'un des rares pays d'Afrique à ne pas avoir de plafond en matière d'endettement, premièrement. Et deuxièmement, est toujours considéré comme un pays à faible risque de surendettement. Nous avons montré tout de suite le profil de notre endettement. Un endettement soutenable, un endettement fait pour l'essentiel avec les partenaires multilatéraux et dans la plupart des cas, c'est avec une concessionnalité au moins de 15%, c'est-à-dire un élément don au moins de 15% et dans certains cas jusqu'à 25%. Vous avez vu aussi que les taux d'intervention sur le marché baissent. Cela signifie que le cadre macro est assez robuste, assez solide. Mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous avons aussi montré que dans le budget, il y a des perspectives intéressantes pour le secteur privé, naturellement. Des questions liées au code des marchés ont été posées, des réformes vont être engagées très bientôt. Des questions liées au paiement ont été posées. Là aussi, le Trésor a fait des efforts. Nous avons montré qu'entre la gestion 2015 et la gestion 2016, c'est plus de 493 milliards qui ont été injectés en plus dans l'économie nationale. Je pense que cela est extrêmement important. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que même le secteur du BTP, c'est des travaux importants, c'est des sommes importantes qui sont en jeu. Le Trésor, le DG du Trésor vient de confirmer le paiement effectif de l'essentiel de la dette depuis hier et c'est un processus qui va continuer. D'autres questions maintenant qui concernent les réformes ont été soulevées. Je pense au port de Dakar, je pense globalement à l'environnement du travail. Tout cela a fait l'objet d'un mémorandum qui va être soumis à l'appréciation et à validation de M. le Président de la République. Elle est oubliée que la question fiscale a été abordée. Il s'agit de la patente. La patente telle qu'elle était assise jusqu'à présent fait partie encore, parce que la loi est toujours en vigueur, des impôts qu'on qualifie au niveau de l'administration fiscale des anciennes contributions. C'est ça l'appellation.
Et deuxièmement, la patente telle qu'elle a été calculée aussi est considérée, et à juste titre, comme un impôt anti-économique. C'est un impôt qui frappe l'investissement. Une réforme importante a été proposée par la DGID qui consiste à combiner la valeur ajoutée, c'est-à-dire la création de richesses et le chiffre d'affaires. Des simulations ont été faites. Naturellement, c'est une question qui concerne aussi les collectivités locales. Nous avons demandé à la DGID de faire parvenir un avant-projet de loi dans le courant de la semaine pour nous permettre d'échanger d'ores et déjà avec le ministère en charge des collectivités locales et en cas d'accord de soumettre le projet à validation du gouvernement et être présenté par conséquent à l'Assemblée nationale. Nous sommes aujourd'hui à un taux de croissance qui avoisinera cette année, le taux pourrait avoisiner cette année 6,8%. Nous atteignons nos limites de croissance tirées par les investissements publics. Maintenant, il faut qu'on pousse, qu'on travaille sur l'amélioration de l'environnement des affaires. C'est l'électricité, c'est le code du travail, c'est tous ces éléments sur lesquels, effectivement, il va falloir engager des réformes. Et l'émergence, c'est l'État, oui, mais aussi c'est un secteur privé fort. Bamako accueille en ce moment le sommet Afrique-France. Pendant 2 jours, il sera question pour la France et ses partenaires africains de parler d'économie, de démocratie et de sécurité. Pour les spécialistes des relations franco-africaines, l'ancienne puissance coloniale a défendu la démocratie et des élections équitables au gré de ses intérêts. René Massiga Diouf. Le sommet doit aborder les problématiques de sécurité, de démocratie et d'économie. Des questions plus que d'actualité en Afrique. La coopération franco-africaine est particulièrement dynamique ces dernières années. L'Afrique francophone surtout reste un partenaire privilégié de la France dans le domaine économique. Il y a beaucoup d'enjeux liés à la manière dont on exploite nos ressources, à la manière dont on signe les contrats, à la manière dont on ouvre nos économies, à la manière dont on signe des accords dits de partenariat économique. Et sur toutes ces questions-là, je pense que nos chefs d'État doivent être à la hauteur des exigences du temps, c'est-à-dire se battre pour que nous ayons des rapports équilibrés et des rapports dans lesquels on gagne et que le mutuellement gagnant soit réellement une réalité. Le ventre mou des relations entre la France et l'Afrique demeure le soutien apporté aux dynamiques démocratiques. Les transitions politiques ont connu des ratés dans nombre de pays africains. La France a notamment fait preuve de flexibilité dans la gestion de quelques crises électorales. L'enjeu de la démocratie à l'échelle africaine reste une question posée. Il y a une réelle politique à la française, elle annonce des principes et puis elle les incarne de manière variable. Selon les espaces, elle défend des régimes qui ne sont pas démocratiques, ou bien elle a un silence coupable et complice. Je veux dire, lorsqu'il s'agit du Congo, on ne l'a pas trop entendu, du Tchad, Déby est à son 5e mandat, du Gabon. Elle se cache derrière l'Union européenne et dans d'autres espaces, elle va défendre une démocratie représentative, une alternance. Et peut-être c'est l'un des grands problèmes, c'est d'être dans une forme de confusion et de paradoxe. La coopération sécuritaire reste marquée par un interventionnisme à outrance. Mali, Centrafrique, sur toute l'étendue de la bande sahélo-saharienne, les forces armées françaises ont étendu leurs actions de lutte contre le terrorisme. Serval, Barkhane et Sangaris en Centrafrique ont été les principaux programmes sécuritaires mis en place. Si on remarque, depuis les indépendances, la France a eu au moins 50 interventions sur le continent. C'est énorme. Si vous prenez un pays comme l'Angleterre, ce n'est pas le cas. Donc vous voyez tout de suite la différence. Alors, c'est une problématique qui est difficile et complexe parce que devant l'urgence sécuritaire, vous aurez du mal à ne pas défendre l'option de court terme, celle qui a été d'intervenir pour stopper des djihadistes. Mais à mon avis, il ne faut pas s'arrêter à cette urgence sécuritaire et voir qu'est-ce que ça implique en termes de structure de moyen et de long terme. L'enjeu du sommet pose en toile de fond la question de l'opportunité de sa tenue. Je trouve quand même ces sommets un peu anachroniques et que un chef d'État, fut-il puissant, est-ce qu'il doit réunir une cinquantaine de chefs d'État africains pour discuter avec eux de manière globale? J'ai l'impression que ça relève de notre temps, mais gageons que c'est un espace pour discuter et peut-être pour rétablir un certain nombre de choses. La vedette du sommet de Bamako est sans nul doute François Hollande. Le chef de l'État français assiste à son dernier sommet France-Afrique en tant que président. René Massiga Diouf, l'actualité en Gambie, Jammeh n'a pour le moment pas accepté de partir s'installer à l'étranger. Une délégation de la CEDEAO s'est rendue ce vendredi à Banjul pour convaincre une fois de plus le président sortant de quitter le pouvoir au soir du 18 janvier. C'est de là une falle.
Assurer une transition pacifique du pouvoir ce 19 janvier, telle est la mission des émissaires de la CEDEAO qui se sont rendus ce vendredi à Banjul. Une nouvelle fois, Mohamed Buhari, Ellen Johnson-Sirleaf et John Dramani Mahama ont essayé de convaincre Yahya Jammeh de quitter le pouvoir au soir du 18 janvier. Ceci pour permettre l'investiture du président élu Barrow. Ce dernier a estimé qu'il n'était pas nécessaire que Yahya Jammeh s'exile à l'étranger. Pour lui, les pourparlers directs pourraient suffire à résoudre la crise post-électorale. Le camp Jammeh, quant à lui, sollicite que Barrow soit empêché de se présenter devant le président de la Cour. Il demande aussi qu'il soit interdit aux fonctionnaires, aux parlementaires et aux organisations professionnelles de préparer, organiser, exécuter ou participer de manière ou d'une autre à cet événement en attendant la décision. Yahya Jammeh n'a pour le moment pas accepté les propositions formulées, notamment celle de partir s'installer à l'étranger, comme au Nigeria. Les discussions sur ce point sont relancées. En cas d'échec des négociations, la CEDEAO envisage d'autres solutions. L'option militaire reste officiellement une hypothèse. Plusieurs défections ont été notées dans l'entourage de Yahya Jammeh ces derniers jours. Cette semaine, 2 ministres ont quitté le gouvernement. Après notre dossier sur la sécurité publique hier, place au privé au Sénégal. On compte plus de 20 000 agents qui travaillent dans la sécurité privée. Et selon le ministère de l'Intérieur, il y aurait plus de 400 compagnies de sécurité dans le pays. C'est dire donc que la privatisation de la sécurité est devenue réelle au Sénégal. Toutefois, le secteur reste confronté à quelques difficultés liées surtout à sa réglementation. René Massiga Diouf. Considérées comme n'importe quelle entreprise, les sociétés de gardiennage sont en plein boom. Leur création tous azimuts semble liée à un contexte d'insécurité générale. Pour leur mise sur pied, les procédures sont surtout celles de toutes les étapes de création d'entreprise. Il faut d'abord remplir les conditions de création d'entreprise, comme ça se fait au niveau de la Chambre de commerce, comme au niveau de l'APEX aujourd'hui. Et il faut être de nationalité sénégalaise, de n'avoir pas été condamné par la justice sénégalaise et remplir les conditions pour avoir l'agrément au niveau du ministère de l'Intérieur. Les agents de sécurité surveillent surtout des lieux, le plus souvent privés, comme le personnel et les clients pour les entreprises. Cette sécurité étant du domaine privé, ces sociétés se tiennent souvent éloignées des domaines réservés aux forces de l'ordre. Un travail difficile et parfois dangereux. Nous menons la sécurité du parking. À l'intérieur, c'est surtout pour veiller à la sécurité du personnel des biens de la Sonatel. Et à l'extérieur, c'est surtout veiller sur les gens qui viennent se garer. Alors pour qu'ils puissent se garer correctement, pour pouvoir laisser passer les gens. La société privée doit prendre une société privée pour sa sécurité, quoi. On est actuellement dans les domiciles, les banques, l'escorte. Les conventions de fonds et tout, c'est-à-dire aussi la sécurité électronique. Donc pratiquement, on fait tout actuellement sur la sécurité. Vous voyez souvent chez les domiciles des autorités, souvent il y a des sociétés de gardiennage qui sont là-bas et en même temps aussi soit la police ou la gendarmerie qui est là à leur côté. Donc c'est des gens normalement qui doivent être ensemble et jouer quand même le même rôle. Parce que nous avons presque le même rôle. Hein. Peut-être la police c'est un service public, les entreprises de gardiennage c'est un service privé. Donc c'est ce qui différencie, mais au fond, la différence n'est pas tellement grande. Si la sécurité privée s'est autant développée, c'est que l'État a libéralisé le secteur. Le ministère de l'Intérieur a dénombré plus de 400 compagnies de sécurité dans le pays, dont certaines sont loin d'être en règle. Beaucoup d'entre elles n'ont pas souhaité notre présence dans leurs locaux. La privatisation de la sécurité est devenue un véritable business. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois. C'est un secteur aujourd'hui qui avoisine presque 20 000 agents de sécurité à travers tout le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons des agents un peu partout à travers le Sénégal. Mais ils rencontrent des difficultés, comme vous venez de le dire. Nous, même agents de sécurité, nous ne sommes pas en sécurité. Parce qu'un agent de sécurité qui est là, il n'a même pas de gourdet, il n'a même pas une arme blanche. Donc, nous, c'est peut-être le bon Dieu qui nous protège.
L'environnement de la sécurité privée est tel qu'il se pose la question de la réglementation. À ce jour, les agents et les syndicats déplorent un manque d'encadrement juridique. Ils travaillent sur une convention qui vise à réguler leur fonctionnement. Il n'y a absolument rien qui oblige les patrons à respecter la législation du travail en matière de gardiennage. Aujourd'hui, l'exemple que je vous donne, on dit que le gardien est logé à la 2e catégorie, point. Mais nous, nous nous sommes battus. Quand nous avons créé notre syndicat de gardiennage, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on se batte pour que les gardiens sortent de là où on les a logés, pour qu'ils puissent quand même avancer. L'article 78-40 du 6 juillet 1978 est l'un des rares textes de référence sur la sécurité privée au Sénégal. La sécurité privée en plein boom au Sénégal. Le ministre de la Culture et de la Communication apporte son soutien aux centres culturels régionaux. C'est à travers un matériel composé de mobilier de bureau et d'équipements techniques. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la promotion à la base de cette richesse nationale. Lamine Touré. Des livres, du mobilier de bureau, du matériel audiovisuel, des outils destinés aux centres culturels régionaux. Après un atelier de formation axé sur les résultats, le ministère de la Culture et de la Communication poursuit le processus de promotion culturelle au niveau déconcentré. Nous traduisons ainsi en actes concrets la politique de M. le Président de la République qui place le secteur de la culture au cœur du plan Sénégal émergent. La cérémonie de ce jour consiste donc à la remise de divers matériels et équipements aux centres culturels régionaux, à l'École nationale des arts, au centre de lecture et d'action culturelle et au centre d'interprétation de Banda Fassi et de Toubacouta. Ils sont venus des régions de l'intérieur du pays pour récupérer leurs dotations en fonction de la demande exprimée. Pour Louga et Saint-Louis, c'est là une volonté politique à saluer. Le ministre a été très sensible par rapport à nos besoins, surtout aux besoins des acteurs culturels, en vue de contribuer à l'émergence et au bouillonnement, à l'expression culturelle de la région de Louga. C'est en ce sens qu'il a doté notre centre culturel en matériel surtout de son, lumière, et aussi en chaise. Aujourd'hui, nous sommes plus que satisfaits. Si aujourd'hui nous recevons encore, n'est-ce pas, du matériel extrêmement important qui va permettre davantage de mener un travail en direction des acteurs culturels, mais également en direction, n'est-ce pas, de l'intérieur de la région. La région de Louga a de quoi se renforcer après avoir gagné lors du Festnac dernier le titre de meilleur danseur national. Des acteurs culturels dont la bonne expression artistique est à appuyer comme le veut le chef de l'État. Monsieur le Président de la République, dès son accession au pouvoir, a entre autres politiques mis en place ce qu'il a appelé la territorialisation des politiques publiques. Et ce qui signifie donc que l'ensemble des politiques publiques doit partir de la base. Dans le budget 2017, le ministère de la Culture et de la Communication compte poursuivre cette dynamique. 10 véhicules seront mis à la disposition des centres culturels régionaux. La page des sports, la CAN 2017, les Lions ont déposé hier leur baluchon à Franceville. Les choses sérieuses commencent dimanche pour eux. Concentration et rigueur sont les maîtres mots. Nos envois spéciaux ont pu assister à leur première séance d'entraînement à Franceville. Sedina Alioune Djigo, Mamadou Belem et Moussa Seydi. Quelques heures après leur arrivée à Franceville, séance de décrassage pour les Lions. Après 2 matchs amicaux soldés par 2 victoires, il s'agit d'améliorer la récupération des joueurs. Les esprits, eux, sont tournés vers le premier match face à la Tunisie. On sait que c'est la Coupe d'Afrique, tous les matchs sont difficiles. Ça serait bien de commencer par un résultat positif face à la Tunisie, mais on sait que ça sera très difficile. Toutes les équipes à la CAN veulent la gagner. Je pense que la Tunisie s'est bien préparée aussi. À nous de faire tout pour gagner ce match et on va bien se préparer. Oubliez alors le parcours sans faute lors des éliminatoires. Idem s'agissant des matchs satisfaisants face à la Libye et au Congo. Les Lions font désormais face à la réalité de la compétition. Il ne faut pas rester sur ces acquis-là, il faudra continuer à travailler et surtout rester bien concentré pour la compétition. En vrai dire, il faut juste rester concentré du début jusqu'à la fin de la compétition. Le Sénégal joue dimanche à 19h face à la Tunisie. Les hommes d'Aliou Cissé devront vaincre le syndrome du premier tour.
Voilà, c'était donc quelques échos de la préparation plutôt des Lions qui sont actuellement donc à Franceville, le Sénégal, qui joue dimanche son premier match de cette CAN 2017. L'intégration par le biais du sport, c'est la raison de cette cérémonie organisée par le ministère de l'intégration, du NEPAD et de la bonne gouvernance. Une remise de drapeaux des pays présents à cette CAN et appartenant à la communauté a eu lieu. Le 12e Gaïndé, Ale Casa et le corps diplomatique de la CEDEAO ont pris part à cette cérémonie. Fatoumata Savané. À quelques heures de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, l'heure est à la mutualisation des supporters pour les pays membres de la CEDEAO. Le 12e Gaïndé et Ali Kaza ont répondu à l'appel du ministre de l'intégration africaine pour cette remise symbolique des drapeaux pour les pays de la communauté ouest-africaine présents à cette CAN. Le sport est un vecteur de rapprochement des peuples. Le football est un vecteur d'intégration. Pour nous, cette Coupe d'Afrique des Nations, qui est certainement l'événement, pas seulement sportif, peut-être mais l'événement le plus en vue sur le continent, doit nous permettre de rapprocher les peuples. Et au moment où on parle d'une CEDEAO des peuples, après que la CEDEAO des États existait depuis longtemps, maintenant tout ce qui doit être fait au niveau des institutions l'a déjà été. Donc on parle d'une vision 2020 à l'horizon 2020. Nous sommes plusieurs familles de supporters que la puissance incomparable du sport réunie en une seule. Les équipes de l'Afrique de l'Ouest ont la capacité de faire en sorte que cette coupe soit remportée par une équipe de la CEDEAO. Les supporters sont conscients et prennent le rôle d'unificateur comme un sacerdoce. À chaque fois que le 12e Gaïndé pose un acte, il a un sentiment d'avoir accompli une mission. Et lesquelles missions, je peux en citer une, consiste non seulement à se mobiliser derrière les équipes du Sénégal, monsieur le ministre, mais participer à la promotion des valeurs de la citoyenneté. On a, je crois, beaucoup plus de pays qui sont qualifiés à la Coupe d'Afrique par rapport aux autres zones africaines, mais c'est toujours, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est l'Afrique qui gagne. Donc nous, aujourd'hui, notre mission, c'est une mission de patriotisme, comme le fait le 12e Gaïndé, Ale Kaza aussi, c'est pareil. Vous avez effectivement compris la signification politique du sport. Et en associant le 12e Gaïndé à cette cérémonie, vous avez aussi compris le rôle de ces supporters dans le brassage des peuples. Les pays qui ne sont pas qualifiés mais qui font partie du corps diplomatique de la CEDEAO ont pris part à cette rencontre. La Guinée est avec eux, on est là, on est de cœur avec les pays qui sont qualifiés. On leur souhaite bonne chance. Le souhait le mieux partagé à cette assemblée est celle qu'un pays de la CEDEAO remporte le trophée. Sur 16 pays présents à cette CAN, les 7 appartiennent à la communauté ouest-africaine. À Ziguinchor, la Coupe d'Afrique est sur toutes les lèvres. Les populations attendent avec impatience la compétition, tout en espérant que les Lions fassent bonne figure à la CAN. Dans cette partie sud du pays, des prières sont formulées pour une bonne participation du Sénégal. Le reportage signé Abdoulaye Ban. Dans les rues de Ziguinchor, on ne parle que de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette grand-messe du football africain est très attendue dans la capitale du Sud. C'est une très bonne chose pour le sport de manière générale africain. Je vois que tout le monde se mobilise, hein? Tout le monde est vraiment intéressé. C'est une Coupe d'Afrique qui doit être très relevée au regard des matchs amicaux que nous avons eu la chance de suivre ces derniers temps. Je crois que on aura en présence des équipes qui se sont bien préparées, mais ensuite qui ont des joueurs talentueux. De toute façon, on s'attend à une Coupe d'Afrique d'un niveau plus élevé que, en tout cas, les dernières compétitions qu'on a suivies. C'est une bonne chose, hein? C'est une bonne chose. Je pense que la Coupe d'Afrique, tout pays voudrait la jouer, hein? Et comme nous avons eu la chance de se qualifier, je pense que nous devons nous mobiliser derrière cette équipe. Pour ces Ziguinchorois, le Sénégal a toutes ses chances dans cette compétition. Il faut de l'envie et de la détermination pour s'imposer. Il n'y a pas de petite équipe à la CAN. Il faut que les Lions s'arment de courage. Tous les matchs seront considérés comme des finales. Nous avons des joueurs qui ont le niveau, mais il faudrait véritablement, en plus du niveau, du talent, véritablement avoir le mental. Nous préparons la compétition avec confiance.
et tout en sachant que franchement, bon, j'espère que ce sera la belle cette année. Partageant sa poule avec la Tunisie, l'Algérie et le Zimbabwe, l'équipe sénégalaise peut faire la différence selon ses supporters rencontrés. Ça va se jouer sur le mental parce que les équipes maghrébines ne nous portent pas vraiment chance, certes, mais cette fois-ci, je crois que le discours de l'encadrement technique doit pouvoir faire la différence pour parvenir encore une fois à gagner le premier match qui est plus qu'important pour nous. Je les crains franchement. Heureusement que nous démarrons avec une de ces équipes qui est la Tunisie et je pense que avec un peu d'application, on pourrait s'en sortir. Ce ne sera pas facile, c'est sûr, parce qu'on sait que le Sénégal a énormément de difficultés quand il joue avec... voilà, justement. Mais je crois que cette fois-ci, ce sera la bonne. En tout cas, nous, on espère. Hein. Au-delà de Ziguinchor, c'est la Casamance tout entière qui est derrière l'équipe nationale du Sénégal. Des prières sont formulées pour que les Lions s'envolent cette fois-ci jusqu'à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN 2017 qui démarre demain au Gabon, une compétition qui se tient tous les 2 ans. La CAN, c'est la grand-messe du football continental. 3 semaines de football et de spectacle au grand bonheur des passionnés. Ibrahim Ambou. Le Gabon, capitale du football africain, jusqu'au 5 février. Après avoir co-organisé la CAN avec la Guinée équatoriale en 2012, le pays a encore l'insigne honneur d'accueillir les 16 meilleures équipes du continent. La compétition se jouera dans 4 villes, Libreville, Port-Gentil, OM et Franceville. Pays hôte, le Gabon va compter sur sa star, Pierre-Emerick Aubameyang. En match d'ouverture, les Panthères feront face aux Djurtous de la Guinée-Bissau qui participent à la Coupe d'Afrique pour la première fois. Une 31e édition qui verra le retour des pharaons d'Égypte, cette fois champion d'Afrique, l'équipe la plus titrée du continent. Depuis 2010, l'Égypte n'avait plus goûté aux délices d'une CAN. Pour l'Ouganda, l'attente a été plus longue. Les Cranes retrouvent la scène africaine après 39 ans d'absence. Tout le contraire du Sénégal qui a participé à la dernière édition mais éliminé au premier tour. Voilà 11 ans que le Sénégal n'arrive plus à se qualifier en quart de finale. Le principal objectif des Lions, c'est de sortir de leur poule et si possible, essayer de succéder à la championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire. Plus que jamais, la Coupe d'Afrique 2017 est très ouverte. Il n'y a pas de grandissime favori qui écrase la concurrence. Tous les 16 pays qualifiés se valent ou presque. Et chacun rêve de soulever le trophée et rafler la mise revue à la hausse par la CAF. Cette année, le vainqueur de la Coupe d'Afrique empochera la rondelette somme de plus de 2 milliards de francs CFA. La CAN 2017 qui démarre demain et c'est à suivre sur les antennes de la RTS. Et puis sachez qu'il a tourné pendant 2 semaines. Le chrono CAN s'arrête ce vendredi à la veille du démarrage de la compétition. On s'intéresse ce soir au Mali, logé dans la poule D. Les aigles finalistes malheureux lors de la CAN de 1972 courent toujours derrière le sacre. Sarah Luya nous présente l'équipe du Mali. Bonsoir Sarah. Bonsoir à tous et bonsoir cher Traoré. La CAN Gabon 2017 démarre ce samedi 14 janvier et se poursuivra jusqu'au 5 février prochain. 32 matchs à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de la télévision nationale. Des matchs qui réuniront les 16 meilleures équipes du continent. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du Mali qui évoluera dans le groupe D et retrouvera donc l'Égypte, le Ghana et l'Ouganda. Il s'étend sur une superficie d'environ 1 241 000 km². Sa population est estimée à environ 16 millions d'habitants. Le Mali a une devise identique à celle du Sénégal. Un peuple, un but, une foi. Je vous invite maintenant à découvrir la Fédération malienne de football, mais aussi le palmarès de cette équipe des Aigles. La Fédération malienne de football a été créée le 3 février 1960. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1962 et est membre de la CAF depuis 1963. Parmi les anciennes gloires de cette équipe, on peut citer Salif Keita, ballon d'or africain en 1972, mais aussi Frédéric Kanouté, meilleur joueur africain en 2007. Le Mali
Mali n'a jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. Par contre, elle a été présente 10 fois à la Coupe d'Afrique des Nations en phase finale et en 1972, le Mali a été sacré vice-championne d'Afrique. Le joueur le plus en vue actuellement dans cette équipe est Adama Traoré. Je vous propose de regarder maintenant son portrait. Il est signé Thierno Diallo. Cinq matchs joués, 2 buts inscrits, des statistiques de ce jeune joueur Adama Traoré avec Monaco cette saison. Impressionnant, lors de la dernière Coupe du Monde 2015 des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande, le milieu des Aigles a grandi. Il incarne aujourd'hui le renouveau du football malien. Un Mali qui a envie de gagner la CAN Senior après les passages ratés de Frédéric Oumar Kanouté, Mohamedou Diarra et ses doublés Keita. Étoile montante du football malien, Adama Traoré est arrivé chez les moins de 20 ans en 2013, année à laquelle il dispute la CAN Junior en Algérie et le mondial en Turquie. Il totalise à ce jour 17 sélections en 7 buts marqués. Retenu par Alain Giresse, Adama Traoré va disputer sa première compétition majeure du continent, la CAN Senior. Âgé aujourd'hui de 21 ans, il a fait ses débuts avec les A le 9 octobre 2015. Élu meilleur joueur de la Coupe du Monde U20 en Nouvelle-Zélande, Adama Traoré a également inscrit 4 buts lors de cette compétition. Au cours de la saison 2015-2016, il devient le meilleur sportif malien de l'année. Ses nombreuses prestations en club et en sélection, chez les jeunes et les seniors, font qu'il sera très attendu cette année au Gabon. En 2012, lorsque le Mali s'est classé 3e lors de cette compétition, il y avait à la tête de cette équipe un homme, le sélectionneur français Alain Giresse. En 2015, il retrouve ses poulains et c'est lui qui emmènera cette équipe du Mali au Gabon. Voilà ce qu'il fallait retenir sur cette équipe du Mali. Au total, l'Afrique de l'Ouest aura 7 représentants dans cette compétition. L'Afrique du Nord en aura 4, l'Afrique centrale 3 et l'Afrique de l'Est 2. Au total, 10 équipes présentes à la CAN 2015 le seront également au Gabon cette année. Le Nigeria, triple champion d'Afrique, sera absent lors de cette compétition. Une question reste. Qui succédera à la Côte d'Ivoire? Quelle équipe soulèvera le trophée continental au soir du 5 février prochain? À vos pronostics, le compte à rebours s'arrête ici. Merci à Sarah Olia pour nous avoir accompagnés pendant tous ces jours avec Chrono CAN, le compte à rebours qui a donc pris fin. Aujourd'hui, vendredi, Sport 11 ou 11, c'est le nouveau journal que l'ancien international sénégalais El Hadj Ousseynou Diouf compte mettre sur le marché. Et ce sera dès ce lundi donc. El Hadj Diouf compte éclairer le public par des analyses de haut niveau. Andai Adja. Sport 11, c'est le titre du journal de El Hadj Diouf, en référence au numéro qu'il portait dans ses années de gloire. C'est une vraie fierté, en effet, de vous annoncer la création de Sport 11, qui sera un journal d'information entièrement dédié aux sportifs et fans du sport. Je suis un professionnel de haut niveau, soucieux d'apporter ma contribution au développement du sport sénégalais. Le paysage médiatique sénégalais s'enrichit donc d'un nouveau quotidien. El Hadj Diouf promet d'éclairer la lanterne des Sénégalais à travers des analyses pertinentes. Avec Sport 11, qui veut dire Sport 11, on va donner aux lecteurs la possibilité de faire des pronostics. Il y aura un filet aux commentaires des lecteurs. Nous allons décortiquer les matchs pour permettre au public de ne pas avoir qu'une analyse d'un journaliste sur un match, mais de comprendre et d'appréhender les temps forts et faibles de son équipe. Le journal sera lancé ce lundi, au lendemain de la victoire du Sénégal contre la Tunisie, selon El Hadj Diouf, un journal qui compte apporter du nouveau dans un paysage médiatique sénégalais en pleine concurrence. Bon vent donc à El Hadj Ousseynou Diouf, promoteur de Sport 11 ou 11. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a indiqué ce vendredi donc, qu'à partir du 19 janvier, l'organisation continentale ne reconnaîtra plus Yahya Jammeh comme président de la Gambie. Pour l'UIA, il n'y aura pas de prolongation du mandat constitutionnel de Yahya Jammeh qui arrive à terme le mercredi 18 janvier. L'UIA prévient Yahya Jammeh de la responsabilité grave qui serait sienne dans le cas où son action conduirait à une crise. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS.
d'administration à Louga et à Thiès, les allocataires ont reçu des explications concernant les nouvelles réformes de l'institution. Ces différentes rencontres ont été des moments de dialogue et de franches discussions qui ont permis aux différentes parties d'aborder les mesures d'accompagnement prises par l'IPRES pour revaloriser les pensions de retraite à Diop. La dernière étape de la tournée de l'IPRES dans la zone nord et Podor. Ici, les retraités ont bien accueilli les mesures concernant la mensualisation. C'est une information qui satisfait tous les retraités. C'est une vieille doléance pour dire à chaque fois nous revenons à ça. Après la zone nord, le conseil d'administration de l'IPRES et la direction générale ont rencontré les retraités de Louga. Dans cette grande salle, les points abordés tournent autour de la mensualisation et des efforts de l'IPRES dans la prise en charge des besoins des retraités, une couche de la population à protéger. L'axe 2 du PSE met l'accent surtout sur la prise en charge des groupes vulnérables par le renforcement de la sécurité sociale, des travailleurs, mais aussi des retraités. C'est comme ça qu'on l'a dit dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent. La démarche inclusive a abouti à l'appropriation de la mensualisation par les retraités de Louga. Percevoir un salaire mensuel, bon, vraiment, je crois que c'est meilleur que des salaires bimestriels. Évidemment, les salaires familiales et les contrats sociaux au niveau des familles sont lourds. Et ça, nous le savons, mais aussi nous faisons confiance à l'IPRES. Concernant la revalorisation, le processus est en marche et déjà, selon le conseil d'administration de l'IPRES, les acquis sont importants. L'institution est à votre service. Vous avez les 10% cumulés à l'année dernière, ça fait 20% d'augmentation. Au cours des 4 dernières années, on a 40% d'augmentation. Vous avez la prise en charge sanitaire et sociale qui ne fait pas partie des missions régaliennes de notre institution, mais qui sont prises en charge, n'est-ce pas, par l'institution, à hauteur de plus de 3 milliards par an. C'est pour vous dire que l'IPRES est consciente de la précarité dans laquelle se trouvent les retraités et s'efforce tous les jours de faire en sorte de relever le niveau de vie des retraités. Thiès a abrité aussi une rencontre avec les retraités pendant des heures. La délégation a écouté les préoccupations des allocataires. Nous sommes entièrement partie prenante. Nous l'avons manifesté par des résolutions au niveau des régions. Nous l'avons manifesté par des communiqués de presse et nous avons même abordé la presse parlée pour en parler. Ceux qui réagissent ne sont même pas des allocataires. Le président du conseil d'administration a rappelé ici l'objectif de l'IPRES qui va accompagner les allocataires vers une hausse importante des pensions de retraite tout en tenant compte des possibilités de l'institution. Un système d'information géographique, un géoportail web, ce sont les outils mis en place par l'ADC, c'est l'Agence de développement local. L'objectif pour les autorités est de permettre aux décideurs et investisseurs d'avoir les informations nécessaires dans les collectivités locales. Un atelier de 2 jours a été organisé par l'Agence de développement local pour partager avec les acteurs sur les 2 outils. Ibrahim Ndong. Une rencontre, un seul dénominateur commun, l'efficacité. Cet atelier organisé par l'Agence de développement local est une occasion de partager et d'échanger sur 2 outils. La plateforme SIG, un système d'information géographique, et le géoportail de l'Observatoire national de la décentralisation et du développement local. Le gouvernement est en train de mettre en œuvre une importante réforme dénommée Acte 3 de la décentralisation, mais nous ne pouvons pas mettre en œuvre cette réforme de manière efficace, comme nous ne pouvons pas assurer une véritable territorialisation des politiques publiques si nous n'avons pas une bonne maîtrise de l'information territoriale. Plus question donc de procéder à un pilotage à vue. La maîtrise de l'information territoriale doit être un préalable à toute activité ou projet de développement. Généralement, on prend des décisions, on installe des choses qui ne répondent pas véritablement aux préoccupations des populations, mais à partir de cet outil-là, nous avons une bonne lecture, une bonne visibilité du territoire et les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont basées sur des bases scientifiques et je pense qui peuvent répondre aux préoccupations des populations et au développement du territoire. Il a fallu plus de 2 ans pour aboutir à ces résultats.
le pôle Casamance a été retenu pour la phase d'expérimentation. Avec l'acte 3 de la décentralisation, le président de la République avait dit que le pôle Casamance est le pôle d'expérimentation. Donc cet observatoire-là, nous avons travaillé depuis 2014 au niveau de ce pôle-là. Les acteurs de la Casamance ont participé un peu à améliorer les termes de... Thérèse Faye Diouf a demandé au Khalife général des Mourides de prier pour que les projets engagés par le chef de l'État en faveur de la petite enfance soient couronnés de succès. Une douzaine d'ambulances et 35 motos, c'est le lot de matériel roulant que l'État vient d'acquérir pour les localités assez éloignées de la capitale. Les ambulances médicalisées vont servir à l'évacuation de malades là où les motos vont être utilisées dans les tâches de supervision et de coordination. Lors de la réception du matériel, le ministre de la Santé a dit que le meilleur était à venir. Barkédji, Richard Toll, Ndindi, Matam ou encore Kédougou, des ambulances flambant neuves floquées du nom de la localité de leur destination, des véhicules essentiels à une région comme Kédougou où l'évacuation des malades n'est pas chose évidente. Ces ambulances vont servir dans des zones éloignées, des zones qui sont distantes des centres de référence. Donc ces zones seront géographiquement accessibles à la santé. Ça dénote aussi votre attachement à l'équité des soins. Elle comporte à l'intérieur des instruments permettant de soutenir le rythme cardiaque ou respiratoire, de perfuser, en un mot, de donner les premiers soins. Il ne s'agit pas d'un don, mais bien d'une acquisition de l'État. Ces ambulances, 12, sont des ambulances qui nous viennent de notre budget national, donc du BCI. 35 motos complètent le lot. Elles peuvent servir à la coordination, à la supervision et aux activités décentralisées dites stratégie avancée. Une épine notée au pied des maires du Sénégal, souvent sollicitées pour des évacuations. C'est nous que les populations ont placés à la tête et ces populations pensent que nous sommes les messies. Nous devons régler tous les problèmes. La promesse de réservoirs pleins n'est pas pour déplaire. Nous allons les aider à avoir des chauffeurs et des carburants pour quand même pouvoir utiliser ces ambulances. Cette douzaine d'ambulances apparaît comme un cadeau de Nouvel An en attendant le gros lot. Une commande de plus de 160 ambulances. Et j'attends avec impatience ce moment qui sera pour moi un moment extrêmement important. L'hôpital de référence d'Al-Djam a eu une ambulance, non pas pour évacuer, mais pour éventuellement aller chercher des malades. Il faut avoir une ambulance à l'hôpital, mais il faut également que ces ambulances-là puissent aller trouver les malades, les urgences, là où elles sont. Ces éléments de logistique sont d'une importance vitale dans la prise en charge préhospitalière. Une partie de ces ambulances a été obtenue grâce au fonds minier, un geste salué par les autorités sanitaires. Voilà une belle transition pour parler de la rubrique métier qui parle également santé. Elle s'intéresse aux cardiologues. Ces médecins urgentistes ont pour rôle de diagnostiquer les affections cardiaques et de les prendre en charge. Un métier qui demande beaucoup de patience et de temps. Il faut des études poussées pour l'exercer. Louise Bizza. Quand il y a un arrêt cardiaque, on appelle au secours, c'est la première des choses à faire. Deuxièmement, massage cardiaque. Troisièmement, défibriller, choc électrique. Les urgences cardio, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on s'y rend, mais la manifestation souvent brutale des affections cardiaques oblige à y faire un tour. Mais à quoi renvoie le métier de cardiologue? Par extension, le cardiologue s'intéresse aux problèmes vasculaires, donc le cœur et ses vaisseaux. Maintenant, les services de cardiologie, souvent, leur rôle, c'est de diagnostiquer les affections cardiaques et de les prendre en charge. La cardiologie, un métier très prenant. Aux urgences, les services fonctionnent 24 heures sur 24. Difficile alors de concilier ce travail avec une vie de famille. Faire des permanences, rester à l'hôpital jusqu'à 20 heures, parfois passer la nuit, continuer le lendemain jusqu'à 13 heures avant de rentrer chez soi. J'avoue que c'est assez compliqué. C'est nous qui avons choisi de faire la médecine. En choisissant la médecine, nous savions que c'était un métier certes exaltant, sauve des vies, un métier noble, mais qui est ingrat parfois. Quand on vous appelle pour une urgence, vous devez répondre à cette urgence. Sinon, pour vous attaquer pour non-assistance à personne en danger. Donc si vous habitez dans un quartier, dans un immeuble, quelqu'un est malade, on vous appelle, vous devez y répondre.
Le cardiologue urgentiste passe une bonne partie de son temps au cabinet compte tenu de la délicatesse de sa tâche et de ses responsabilités après plusieurs années de spécialisation. Si on veut juste être cardiologue, c'est 4 ans. Et si on veut faire une sous-spécialité de la cardio, c'est 2 ans de plus ou parfois 4 ans de plus. Après la thèse de doctorat d'État en médecine, Bac plus 8, nous avons obtenu le certificat d'études spéciales en cardio. Donc vous voyez que c'est Bac plus 8 plus 5, ça fait 13. Au quotidien, l'examen clinique est le premier acte que pose un cardiologue. Celui-ci commence toujours par un interrogatoire minutieux. En écoutant le malade, vous pouvez être orienté. Le malade vous dit même parfois, j'ai ça, je suis hypertendu, j'ai du cholestérol, je suis diabétique, j'ai de l'asthme. L'un des premiers pays dans le monde entier a éliminé la transmission du virus de la mère à l'enfant. Sur le plan national, c'est cela. Sur le plan régional, il s'agit de prendre un certain nombre de mesures, parce qu'après tout, cette région a 500 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre. De ces 500 millions de personnes, 6 500 000 personnes vivent avec le virus. De ces 6 500 000 personnes, 1 400 000 personnes vivent avec le virus, connaissent leur statut, mais n'ont pas accès au traitement. Et 60% des nouvelles infections proviennent de ces personnes qui connaissent leur statut et qui n'ont pas accès au traitement. Donc, sur le plan régional, le président Macky Sall continue à mobiliser ses pairs, les autres chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. Sur le plan international, il est intervenu pour s'assurer que lorsque le Sénégal a présidé le Conseil de sécurité en novembre dernier, que la résolution 1983 soit vraiment portée à l'attention de ses membres. Et résultat, maintenant nous sommes dans une lancée où le président Macky Sall va déterminer en consultation avec le directeur exécutif de l'ONU-SIDA le meilleur créneau pour un lancement officiel du plan d'urgence de rattrapage pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Dans notre série sur la campagne arachidière, la région de Kaolack affiche des chiffres records en termes de collecte des arachides. Les producteurs tiennent la corde et redeviennent maîtres du jeu, aidés par l'État et la concurrence. Mamadou Samambo. Le port de Kaolack. L'infrastructure semble retrouver ici une activité qui, à l'origine, l'avait vu naître, la traite de l'arachide. À l'œuvre, les sauterelles de Copéol, une huilerie partie prenante de la campagne de commercialisation. On est à 35 000 tonnes de graines collectées, puisqu'on a démarré la collecte, la campagne, depuis le 1er décembre. On est à plus de 8 milliards 300 millions qui ont été payés. Bon, nos objectifs de collecte sont de 100 000 tonnes de graines. La région de Kaolack, centre du bassin arachidier. Les opérations de collecte se déroulent comme prévu. Les données sont plus que satisfaisantes. Pour cette semaine du 5 au 11, le total collecté au niveau de la région est estimé à 73 854 tonnes, avec un financement injecté d'environ 15 milliards 592 millions. Contre 18 444 tonnes l'année passée. Vous savez, on a une évolution notoire par rapport à cette présente campagne. Maintenant, concernant les usines aussi, nous avons une augmentation d'environ 139%. Parce que les usines, à cette date, ils ont collecté 28 490 tonnes contre 11 875 tonnes l'année passée. À la gouvernance, l'on suit de très près le déroulement des opérations. 3 soupapes de sécurité sont définies pour sécuriser la graine. D'abord, le premier niveau, c'est le niveau de vérification des transactions qui se fait au niveau des points de collecte pour vraiment délivrer à chaque producteur un reçu d'achat. Le deuxième niveau de vérification se fait au niveau des transactions. C'est la vérification de la lettre de voiture. La lettre de voiture, le reçu d'achat également, que font les services des forces de défense et de sécurité. Et le troisième niveau, c'est justement le centre de réception. Là-bas également, le service de commerce fait une vérification à ce niveau pour qu'on puisse avoir la quantité de graines qui a été vraiment déchargée au niveau de chaque centre de réception. D'ailleurs, le service de commerce est à pied d'œuvre. Des visites inopinées sont organisées au niveau des points de collecte
et des louma. Quelques infractions sont notées et réprimées. Les infractions qu'on a eu à constater relèvent surtout des instruments de mesure, notamment des bascules qui n'ont pas été certifiés aptes par le service du commerce, qui n'ont pas été présentés pour que le service du commerce puisse certifier vraiment la conformité de l'instrument. L'ouverture du marché et la concurrence qui s'ensuit ont fini de libérer le producteur. D'ailleurs, ce dernier semble mener le jeu à sa guise. Les producteurs ne veulent plus cribler les graines. Cela est dû au fait que la demande est forte et que d'autre part, il n'y a pratiquement pas de crible au niveau des points de collecte. Sinon, c'est à date, les cribes sont vétustes qui datent depuis les indépendances. Signe que le paysan est bien rémunéré cette année et qu'il n'est pas prêt à brader sa récolte. Mamadou Samambo qui reviendra dans nos prochaines éditions avec d'autres sujets sur la campagne arachidière. Les régions du centre ont reçu la délégation de l'IPRES en tournée de sensibilisation. De l'Observatoire. Deux outils qui vont participer d'une manière efficace à l'acte 3 de la décentralisation. Ils permettront aussi de lutter d'une manière efficace contre la spéculation foncière. Dans l'actualité nationale aussi, cet atelier de mise à jour du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, l'objectif est d'installer le groupe local des partenaires de l'éducation et d'évaluer la première phase du paquet devant les partenaires techniques et financiers. Toutes les forces et faiblesses du programme ont été passées en revue. Compte rendu Omar Baldé. En immersion dans le quotidien des pensionnaires de l'INEFJA de Thiès, le ministre de l'Éducation apporte le soutien et le réconfort de la République à ses élèves si particuliers, modèle d'abnégation. Je veux devenir journaliste. Pour que son rêve devienne réalité, il a besoin du concours de l'État. Le ministre ne s'est pas trompé de cible. 2 bus et un équipement complet en matériel pédagogique. La machine va accueillir, va photographier le document qui est là. Et cette page qui va maintenant accueillir le travail du scanner d'Inclusion. Au-delà de la haute satisfaction morale de se sentir valorisé et bien considéré, il s'agit pour la communauté éducative de l'INEFJA de recevoir en cette cérémonie et pour la première fois un équipement d'une telle valeur en un coup. Cette dotation a nécessité un investissement financier de 155 millions de francs CFA. Elle s'inscrit dans le cadre de l'équité et de la qualité des enseignements. Je viens ce matin, au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, remettre officiellement à l'administration de l'Institut 2 imprimantes Braille de dernière génération et du matériel didactique d'une valeur globale de plus de 75 millions de francs CFA. La 2e imprimante Braille va arriver à la fin du mois de février, début du mois de mars. À l'INEFJA, le ministre a eu droit à une démonstration en activité numérique et en dictée française puis arabe. C'est pas difficile. Toi, tu as fait combien? Non, c'est 0 faute. Des prestations qui ont permis aux élèves de montrer tout leur talent studieux, ce qui a séduit leur tutelle. Résoudre avec une telle aisance ces activités numériques et parmi eux, pour une dictée aussi bien en français qu'en arabe, faire 0 faute à la dictée montre que nous avons un défi à relever au niveau de notre système éducatif. Les populations venues en nombre ont apprécié le geste de l'État. En plus de ce geste, le ministre a annoncé la réhabilitation prochaine de l'Institut et la décision de récompenser annuellement ces braves élèves lors d'une journée de l'excellence. La cérémonie de remise des clés de la case des tout-petits de Keur-Nganda, c'est la localité où séjourne le Khalif général des Mourides. La directrice générale de la case des tout-petits veut, à travers cette réalisation, contribuer à l'éducation des tout-petits, notamment dans le domaine religieux, conformément aux souhaits du chef de l'État, Fanta Badji. Keur-Nganda
village de retraite du Khalif général des Mourides. La localité fait partie des zones cibles du programme de construction des cases des tout-petits. Nous avons vu l'importance que le mouridisme accorde à l'éducation des enfants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris toutes les dispositions pour construire cette case des tout-petits, pour participer à notre manière pour l'éducation des enfants de cette cité qui est si chère au Khalif général des Mourides. D'un coût global d'environ 47 millions de francs CFA, la structure est un nouveau modèle qui se veut innovant aussi bien sur le plan architectural que pédagogique. Un nouveau modèle composé de 3 salles séparées, de 3 salles, oui. Une salle polyvalente, les 3 salles c'est la moyenne section, la petite, la moyenne et la grande section. Vous avez aussi la salle polyvalente qui peut même au-delà des activités des enfants accueillir les groupements des femmes pour les réunions entre autres, mais aussi qui peut accueillir les activités de santé et nutrition. Au niveau de la coordination de Diourbel, tous les acteurs se sont réunis et ont mis en place un guide référentiel sur l'éducation religieuse. Serigne Cheikh Thioro, porte-parole du Khalif à Keur Nganda, qui a réceptionné les clés, a dit la satisfaction du Khalif et de toute la localité. Nous apprécions à sa juste valeur cette structure qui vient pour renforcer l'éducation de base des tout-petits ici à Keur Nganda. Nous louons vraiment le geste et au nom du Khalif et de la population, soyez-en remerciés. Après la cérémonie, la délégation est reçue par Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le chef de l'État a quitté Dakar pour Bamako. Dans la capitale malienne, le président Macky Sall va prendre part au sommet France-Afrique. Ce sera sur le thème de l'économie, de la démocratie et de la sécurité. Le secteur privé veut jouer un rôle plus important dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. La position a été réaffirmée lors d'une concertation entre le secteur privé et le ministère de l'économie et des finances. Dans notre série sur la campagne arachidière qui bat son plein, Kaolack qui a atteint des chiffres records en termes de collecte des arachides, les producteurs appuyés par l'État affichent déjà le sourire. Après la sécurité publique hier, la rédaction s'intéresse ce soir à la sécurité avec les agences privées. Plus de 400 sont recensés dans le pays avec plus de 20 000 agents, un secteur en plein essor, mais la réglementation pose problème. Et puis, coup d'envoi de la CAN Gabon 2017 demain samedi. Les Lions sont à fond dans la préparation de leur première sortie dimanche contre la Tunisie. Dans Chrono CAN, Sarah Lua nous présente les aigles du Mali à J-1. Le chef de l'État a donc quitté Dakar cet après-midi à destination de Bamako. Dans la capitale malienne, le président Macky Sall va prendre part au sommet Afrique-France qui s'ouvre aujourd'hui à Bamako. À son départ de Dakar, le chef de l'État a été salué par le Premier ministre et d'autres personnalités civiles et militaires. Voilà, le chef de l'État qui est donc à Bamako pour le sommet Afrique-France. Vers une baisse des tarifs de l'Internet, annonce du directeur général de la Sonatel, reçu par le chef de l'État ce matin. Alioune Ndiaye et son groupe entendent ainsi accompagner le Sénégal numérique 2025. La Sonatel, qui compte augmenter ses investissements au Sénégal, remercie le président de la République pour son appui, notamment dans la croissance externe de la boîte. Alioune Ndiaye, que nous écoutons au micro de Oumar Nying. Je voulais d'abord commencer par remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui m'a fait l'honneur de me recevoir pour faire un tour d'horizon, disons, de la Sonatel, du groupe Sonatel, et puis de son activité au Sénégal et dans les autres pays de la sous-région. Je voulais aussi le remercier pour tout l'appui qu'il nous apporte au quotidien pour que Sonatel puisse poursuivre sa croissance externe.
notamment l'opération de Sierra Leone qu'on a réalisée en juillet dernier où il s'est personnellement impliqué. Là, nous venons, comme vous savez, de renouveler notre convention de concession pour 17 ans, ce qui nous donne aujourd'hui la même visibilité que nos concurrents. Donc nous sommes vraiment dans les starting blocks pour augmenter encore nos investissements au Sénégal, déployer la 4G. Nous couvrons aujourd'hui 75% de la population en 3G et nous allons couvrir 90% de la population en 4G dans les années qui viennent, comme nous nous sommes engagés dans notre nouveau cahier des charges. Et je pense que nous serons un partenaire important, c'est ce que j'ai dit aussi au président, du développement numérique du Sénégal, parce que nous allons déployer la 4G dans l'ensemble du territoire et puis aussi veiller à ce que les tarifs de l'Internet soient tout à fait accessibles. Dans les semaines qui viennent, nous donnerons des signaux forts sur les prix de l'Internet pour accompagner le plan Sénégal numérique 2025. Et puis sachez que le Sénégal est l'un des premiers pays au monde à avoir éliminé la transmission du virus de la mère à l'enfant. C'est grâce à des actions menées par le président Macky Sall, désigné champion de la lutte contre le VIH-Sida. L'ONU-Sida qui décerne ainsi un satisfecit au chef de l'État salue également le plaidoyer du président de la République auprès de ses collègues africains et du monde. Le directeur régional de l'ONU-Sida a été reçu par le chef de l'État, Djibril Diallo, et au micro de Oumar Nying. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, qui aux yeux du directeur exécutif de l'ONU-Sida, a été la grande oubliée de la communauté internationale dans la lutte contre le sida. Et donc le président Macky Sall a pris un certain nombre de mesures, d'actions à ce niveau en tant que champion. La première action, c'est de travailler très dur pour faire du Sénégal le premier pays dans la région et